y a 400 ans que nous faisons cette soirée Molière ce soir. C'est mettre la barre beaucoup trop haut, mais du moment qu'on se jetait à l'eau de cette manière, tant qu'à faire, autant le faire en honneur de Jean-Baptiste Poquelin. Quand je dis que la barre est trop haute, c'est que Molière n'est pas seulement un des grands dramaturges de tous les temps, c'était un comédien. Un comédien qui écrit pour des comédiens, des grands comédiens, sa troupe. Et entre autres, étant donné qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, pour lui-même. C'est-à-dire que la plupart des rôles importants de ses pièces, c'était lui qui les jouait. Ceci pour dire qu'il fallait avoir beaucoup de culot et de courage pour interpréter les personnages de Molière que vous allez voir tout à l'heure sur cette scène. Et par conséquent, on vous demande d'être très indulgent et de comprendre éventuellement les petits problèmes, les petites difficultés, les petits trous de mémoire, et ainsi de suite, qui peuvent se produire. Sans parler des éventuelles extinctions de voix. C'est pour ça que je vous disais, mettez-vous ici, parce que je ne suis pas sûr que toutes les voix arrivent jusque là-bas. Je vous souhaite une très belle soirée, et merci encore d'être là avec nous. Si je ne vous le dis pas, je vais me faire engueuler. Éteignez vos portables. Merci beaucoup. Au meurtrier! Justice! Juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Où courir? Où ne pas courir? Et puis voilà, les petits princes ici. Ah, yes, yes. Rends-moi mon argent, coquin. C'est moi, c'est moi. Je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis, où je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et sans toi, je suis perdu. Je n'ai plus que faire au monde. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Ah! Oh. Y a-t-il personne pour me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qu'il a pris? Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a justement choisi le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fille, à fils. Oui! Et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché parmi vous? Ils se mettent à rire.
Vous verrez, ils ont sans doute pas au vol que l'on m'a fait. Allons! Vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des chaînes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Mais si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je parle sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh ben, va-t'en l'attendre dans la rue et ne reste pas tout droit devant moi, planté comme un piquet, observer ce qui se passe et à faire ton profit de tout. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits dévorent tout ce que je possède, observe tout ce qui se passe et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer comme bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ceux qu'on... N'aurait-il pas quelques soupçons sur mon argent? Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Maintenant, coquin, je n'ai pas dit cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur, je te baillerai ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres? Oui, les autres. Les voilà? N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire. Les grands hauts de choses sont propres à devenir les receleurs des objets qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on aurait fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Oui, c'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu parles d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui parles-tu? Des avaricieux. Qui est-ce que tu entends par là? Je veux dire des vilains et des ladres. Bon, mais je... Non. Elle a dit un truc, hein? Bon, c'est scandaleux. Et mais, bon... Qu'est-ce que tu entends par là? Et qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mêlez-vous? Bon, vas-y.
De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Non, je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qui se mouche. Tais-toi. Non mais... Bon. Je me tirais malgré moi. Ah. Tenez. Tenez. Voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Et ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience au moins. Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort. Et il me plaît point avoir ce chien de boiteux là. Toinette, quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu la première à m'en entretenir et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? Ah, Dieu me plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Ouais. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Ouais. Qu'on ne peut en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui. Dis-moi un peu, Toinette, ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Sans doute. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Il est vrai. Et il n'y a rien de plus fâcheux que cette contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce aux doux empressements de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison.
Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Oh, ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Antoinette, hélas, que dis-tu là? De la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Si la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous demander en mariage est une prompte voie à vous faire savoir s'il vous dit vrai ou non, c'en sera là la bonne preuve. Antoinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Moi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque, et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu, Poubou, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un jeune césarier médecin afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et bien plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille a besoin d'un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Mais une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison? C'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai à faire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier, et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans parler du bien du père. Mais monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Et elle n'est pas faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Eh fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Mais non. Pourquoi ne le dirais-je pas?
On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne mettrai point ma fille dans un couvent? Non, Non? non. Oui. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même? Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou. Mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade? Je lui ordonne absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes là? Quelle est cette importunate de coquine, de servante de vouloir parler ainsi de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Coquine, il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, je vais t'apprendre à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bavarde! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaquarus. Carogne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Oh. Je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Venez, ce n'est pas là que je vous logerai, et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne, en vos sens effrayés, et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. Ne regardez pas le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous porter secours. Ah, si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareille demande si l'on fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner un rendez-vous la nuit et poursuivre un galant, vous évader sans bruit, studieux comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Malgré tous mes bienfaits, former un tel dessin, petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal à tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais pour vous parler franchement, entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, c'est rempli de plaisir que de se marier, il donne le désir. Mais c'est que vous aimez, traîtresse. Mais oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente? Hélas, est-ce que j'en puis le mettre?
Lui seul en est la cause. Et je n'y songeais point parce que ce fut la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai que j'ai sujet d'en être réjoui. Mais vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas non. Et comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne pas m'aimer, madame l'imprudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Et tous les soins que j'ai pris, je les ai perdus, tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous. Voyez. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comment résonne et répond la vilaine. Peste une précieuse en dirait-elle plus. Ah, je l'ai mal connue, ou ma foi là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme la belle raisonneuse. Est-ce que de tout ce temps je vous aurais nourri pour lui, à mes dépens? Non, il vous rendra tout, jusqu'au dernier double. Là, de certains mots. Ou m'en dépit redouble. Me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas de si grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Ah, vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte? Et qu'enfin dans ma tête, je ne sache pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte, si je puis. Vous fuyez l'ignorance. Et voulez quoi qu'il coûte apprendre du blondin quelque chose? Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je peux savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade, ma main de ce discours ne mangera bravade. Hélas, vous le pouvez, si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et provoquent un retour de tendresse de cœur. De son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagance, qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile et de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Allez, faisons la paix, va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et sera ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Oh, écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sorte qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, cela c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Veux-tu me voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui?
Dis, si tu le veux, je suis tout prêt cruel à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait bien plus. C'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez dès l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me poussez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Dorine! 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 Ah! Voulez-vous bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici? Où s'est-il passé de bonne sorte? Qu'a-t-on fait séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Ah, le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Un grand coup de verre. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien. Enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Ça nous fait un enregistrement. Que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être maître. Et moi, je te dis que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis pas mariée avec toi pour souffrir tes collègues. Pour la grande fatigue d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, l'habile homme, avec ton venet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. J'ai servi 6 ans chez un fameux médecin et qui dans son plus jeune âge a su son rudiment par cœur. Peste du société. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cordu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu, et un seul instant, sans louer le ciel, de m'avoir pour épouse, et méritais-tu d'épouser une femme telle que moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur. Et que j'eus lieu de me louer de la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne fais point parler là-dessus, je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. Bien heureuse de te trouver, un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui m'enlève tous les meubles qui sont dans la maison. Tes vivres de ménage. Qui m'a même ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Et qui m'enlève tous les meubles du logis. On en déménage plus aisément. Et du soir au matin ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et tu prétends, ivrogne, que les choses soient toujours de même? Voilà, tout doucement, ma femme.
Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas d'âme endurante, que j'ai le bras assez bon. Crois-tu que tu m'épouvantes? Ma douce moitié, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je te crains nullement. Vous objet de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Crois-tu que tu m'épouvantes avec tes paroles? Je vous battrai. Ivrogne que tu es, Je vous rosserai. sac à vin, Je vous étrillerai. infâme, traître, insolent, lâche, trompeux, bellitre, voleur, Ah, vous en voulez donc? Ah, voilà le vrai moyen de vous appeler. Oh là, fille! Qu'est-ce que ceci? Quelle infamie, peste soit le coquin de battre ici sa femme! Et je veux être battu, moi. Hein? Est-ce là votre affaire? J'ai tort. De quoi vous mêlez-vous? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me répète. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. De quoi vous mêlez-vous? Je ne dis plus mot. Il me plaît à moi d'être battu. D'accord. Est-ce à vos dépens? Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer là où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je veux la battre si je le veux, et ne pas la battre si je veux pas. Pour bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Et vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai pas besoin de votre aide. Plus volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut pas mettre l'écorce. Oh ça, faisons la paix les deux, touche. Après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien, touche. je ne veux pas. Hein? Point. Non, Allons. je n'en ai que faire. Bien, bien, bien. Je veux être en Ma colère. fille, c'est une bagatelle, allons, touche. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Après m'avoir ainsi battu, Eh bien, je te demande pardon, mets ta main. je te pardonne. Mais tu le paieras. C'est rien, 4 ou 5 coups de bâton, ça renforce la Tu le nature. paieras. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein peut vous monter en tête. Oui, ma sœur. Ce oui se peut-il supporter? Sans un mal de cœur saurait-on l'écouter?
qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Oh mon Dieu, fille! Quoi? Ah, fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot pour l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle seule vue il prenne la pensée? N'en frissonnez-vous point. Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Et suite de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée ou fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ce genre d'affaires. Vers de plus hauts objets, élevez vos désirs, sachez prendre le goût de plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, qui, du nom de savante, on honore en tout lieu. Sachez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave, asservi. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Habitez-vous par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous aurons toutes deux imité notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous aux productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout se comporter comme elle, ma sœur, que de tousser ou de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Et pour quelle raison ne serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Je n'ai pas empêché qu'à vos... Oui, mais tous ces soupirs pour vous sont choses vaines et vous ne tombez pas aux bassesses humaines.
Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi. Et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je le sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il saura nous donner une pleine lumière. Venons à notre leçon. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. J'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina, vita est quasi mortis imabo. Vous entendez cela? Et vous savez de latin sans doute? Oui, oui. Mais faites comme si je ne savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Eh bien, cela veut dire que sans la science, la vie est presque l'image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements de science? Oui, je sais lire et écrire. Ah. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? La logique? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit cette logique? La logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de La l'esprit? première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux.
seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Célarent, Dari, Gino, Ferriot, Barrington, etc., etc. Voilà des mots trop rébarbatifs. Et cette logique ne me revient pas. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Plus jolie. Vous apprendre la morale. La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Non, laissons cela. Je suis milieu comme tous les diables. Et il y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère. Quand tout m'en saoule, quand il m'en vient l'ennui. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature de tous les éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et qui nous enseigne les causes de tous les météores. L'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, la foudre, le tonnerre, les éclairs, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamine. Que voulez-vous donc apprendre? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Et après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles montrent les voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses intonations, articulations des voix. Il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. A. Oui. La voix E se forme en remontant la mâchoire d'en bas vers celle d'en haut. A, E. A, E. A, E. La fois oui, c'est beau. Et la voix I se forme en approchant à nouveau les mâchoires et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et approchant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. 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 Cela est juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O. Vous avez raison. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Oh, il n'y a rien de plus véritable. Que n'ai-je étudié tout cela plus avant. Vos lèvres
s'allonge, comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Cela est vrai. Oh. Demain, nous verrons les autres lettres, appelées consonnes. Il n'y a pas d'autre chose aussi curieuse que celle-ci. Oh, sans doute. La consonne T, par exemple, se prononce en prenant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oui, les belles choses. Et F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Ceci est la vérité. À mon père et ma mère, que je vous veux du mal. L'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Oh, cela est vrai, l'habile femme que vous êtes. Ah, et que j'ai perdu de temps. Je vous expliquerai à fond toutes ces Je vous en choses. prie. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une dame de communication. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans ce petit billet que je vais laisser tomber. Voici. Oui, soit. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais pourquoi? Et par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que les proses ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui est prose n'est point vers, tout ce qui est vers n'est point prose. Mais alors, comme l'on parle là, qu'est-ce que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis à Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Ah, je vous suis le plus obligé de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais que cela finisse de manière galante, bien tournée gentille. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle. Les violences... Non, je veux point de cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous l'avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir, me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux, d'amour, me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, belle marquise, d'amour, vos beaux yeux me font. Ou bien, me font, belle marquise, vos yeux beaux, mourir d'amour. Mais parmi ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup.
je vous remercie de tout mon cœur. Et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Un salut. Allez, un salut. Bon, juste un petit mot très bref. D'abord, merci d'être venu ce soir. Tout ça, c'est grâce à un garçon qui s'appelle Gino qui est derrière, qui a mis tout en scène. Merci à lui, merci bien sûr à Catherine, qui fait toujours son talent indispensable. C'est un atelier de théâtre du foyer rural de Mérindol. Ceux qui se sentent des ailes théâtrales, eh bien on repart au mois de septembre. Au revoir.